Nous remercions le commanditaire de l'émission de cette semaine, le Collège de Valleyfield. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette intercollégiale de philosophie 2013. Mon nom est Philippe Duménil, je suis enseignant au Collège de Valleyfield depuis une dizaine d'années. Je suis le responsable de l'intercollégiale de philosophie depuis ses débuts. Je fais partie de l'équipe de fondation de cette activité, la plus grosse activité de philosophie pour des étudiants au collégial au Québec. Comme vous voyez, vous êtes un très gros groupe. Nous sommes à notre 8e édition, la première édition de l'intercollégiale de philosophie. Il y avait 22 participants. La deuxième année, il y avait 44 participants. On avait doublé exactement. La troisième année, il y avait 80. Et depuis ce temps-là, on se tient entre, dépendant des années, là, entre 80 et 130 participants. Et cette année, je ne sais pas si c'est le thème, de sadomasochisme qui vous intéresse, ou si c'est la conférence sur Hannah Arendt, ou si c'est les suites de la grève étudiante, ou si la philosophie gagne en popularité au Québec. Et toujours est-il qu'il y a 175, 180 participants cette année. Merci beaucoup. Le but était de jumeler des étudiants qui, dans des collèges, sont intéressés à la philosophie, sont intéressés à en faire une activité parascolaire d'envergure. Cet après-midi, j'étais à Montréal, puis on a essayé de se creuser la tête comment créer une synergie entre la direction des études et la direction des affaires étudiantes. Donc, comment amener un contenu pédagogique dans une activité qui est faite en parascolaire un petit peu, puis je pense que la recette, on la voit ce soir, là, je pense que l'intercollégial de philosophie est vraiment un exemple de cette synergie-là qui peut se faire entre les deux directions. L'autre raison était de jumeler la philosophie avec les activités culturelles dans le réseau de la culture au Québec. Il existe le RIASC, le réseau des activités intercollégiales culturelles dans le réseau collégial. Et il n'y avait pas d'activité de philosophie, alors qu'il y a des activités de poésie, il y a des activités de théâtre, il y a de l'improvisation, il y a de la bande dessinée. Eh bien, pourtant, la philosophie a sa place dans la culture. La philosophie, c'est de la culture. La philosophie réfléchit sur la culture. Alors, de jumeler une activité de philosophie par le service socio-culturel de notre collège, jumelé au réseau socio-culturel au Québec, quoi, le RIASC, eh bien, c'était jumeler plusieurs intérêts ensemble. Et ça donne 400 étudiants en ce moment dans le collège, à peu près une quarantaine en BD, une centaine en improvisation, puis à peu près 180, tu disais tantôt, 175, en philosophie. Alors, on est une fin de semaine, on est à Valleyfield, très heureux de vous accueillir. Bravo à vous d'être là. On a environ 65 cégeps participants. Donc, nous, on doit accueillir ces gens-là pour toute la fin de semaine. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est logistique, vraiment les dortoirs. Donc, les gens doivent dormir ici, doivent manger ici également, donc prévoir les repas. Donc, ça, c'est sûr que c'est la base. Ensuite de ça, il y a toutes les activités à prévoir. On a notre conférencière demain. L'intercollégiale s'ouvre par une conférence sur la philosophe Hannah Arendt, qui a connu les années 30-40, les années 30 en Allemagne, qui a traversé tout le 20e siècle. Le premier événement sur lequel Arendt va se pencher est évidemment le totalitarisme. Dans le système totalitaire, Arendt, donc la troisième partie des origines du totalitarisme, Arendt aborde de front la question du mal. Elle parle alors, et je la cite, de ce mal absolu, impunissable autant qu'impardonnable,
celui que ne pouvait plus expliquer les viles motivations de l'intérêt personnel, de la culpabilité, de la convoitise, du ressentiment, de l'appétit de puissance et de la couardise. Ce mal absolu était d'avoir rendu tous les individus superflus. Alors, donc, le totalitarisme n'utilisait pas seulement les individus comme des moyens en vue d'une fin, il les rendait tout simplement superflus et remplaçables. Donc, le totalitarisme voulait supprimer la liberté humaine qui s'exprime toujours dans l'initiative personnelle, dans l'action libre et dans la pensée critique. Ça a donné le coup d'envoi à la fin de semaine, puis par la suite, on entendait les gens discuter de ça. « Ah ouais, oh, c'est pas mal lourd, hein? » Ça parlait du totalitarisme quand même. C'est un sujet qui est chargé émotivement peut-être. Bien, les gens ils réagissaient. « Ah oui, je suis pas d'accord. » Puis un des aspects qui était abordé dans cette conférence-là, c'est la dimension publique, la capacité à émettre ses idées publiquement, les défendre. Bien, c'est ça qu'on crée ici, un espace public où la raison peut partager ses avis entre les gens. Et ça, c'est une condition essentielle d'une démocratie en santé. Et j'aime à croire qu'à l'intercollégial, on pense de manière critique. Merci. Également, nous avons nos 6 responsables d'ateliers d'analyse de texte le samedi, les 6, 3 en avant-midi et 3 en après-midi, et qui vont également débattre le samedi soir. Nous avons un professeur de Valleyfield, M. Mathieu Bélanger, qui fait un atelier sur le philosophe Platon. En fait, plus précisément sur un dialogue de Platon qui s'appelle le Protagoras. Et dans ce dialogue-là, il y a plusieurs questions examinées, mais il y a un passage très célèbre qui vient à la fin du dialogue, dans lequel Platon examine la question si on peut faire le mal volontairement. Donc c'est cette question-là qu'on regarde. Simplement, c'est des liens entre la connaissance, entre le savoir et l'action. Nous avons M. Jean-François Tessier, qui est un habitué de l'intercollégial, qui vient de Mont-Laurier et qui vient traiter de Machiavel. Avec Machiavel, on va explorer aujourd'hui comment la question du mal, ou ce qui est mal, ce qu'on juge mal, comment ça se déroule tout ça dans la sphère politique, comment un auteur du 16e siècle peut nous éclairer pour comprendre comment fonctionnent nos sociétés, puis comment certains scrupules moraux peuvent nous empêcher de réaliser des projets politiques. Machiavel, son idée, comme on connaît l'adjectif, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir de scrupules pour réaliser des projets d'envergure pour atteindre nos buts en politique. Et nous avons le philosophe Nietzsche, toujours très populaire, représenté par le professeur Éric Tremblay, qui est également un habitué de l'intercollégial. La vision du mal pour Nietzsche, elle n'est ni définie, ni confuse, elle est fusionnelle avec le bien. Elle est bien et mal pour Nietzsche n'ont pas d'existence en soi indépendante. Elle s'exprime lorsqu'on écoute notre volonté de puissance. Et lorsqu'on n'écoute pas notre volonté de puissance, pour Nietzsche, là, il y aurait peut-être une apparition de mal dans le sens où on se gaspille. On ne s'utilise pas dans nos pleines capacités. On ne réussit pas à être un créateur, un artiste, un constructeur de valeurs nouvelles. En après-midi, nous avons sorti des sentiers battus. Plutôt que de traiter uniquement d'un auteur, on traite plutôt par thème. Alors, on a M. Gilles Jalbert, qui est un professeur de Valleyfield, mais aujourd'hui à la retraite, un ancien professeur de Valleyfield, en fait, qui a une approche plus chrétienne, plus conservatrice, qui vient nous rappeler des choses que lui croit qu'on est en train d'oublier. Hein? Mon atelier, ça portait sur 3 conceptions du mal. Le mal comme malheur, le mal comme mal moral et le mal comme maladie. Puis je montrais que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si la notion de mal comme malheur correspond plus aux sociétés primitives, même si le mal moral correspond plus à ce qu'on appelle
la naissance des religions de salut, puis le début de la philosophie, de la chrétienté, puis tout ça. Puis à notre époque, bien, c'est plus la domination de la science puis des maladies, mais j'essayais de montrer que ces trois conceptions-là du mal continuaient à coexister à l'intérieur de notre société puis tout ça. Alors que M. Patrick Caron, professeur au Collège de Maisonneuve, lui vient nous traiter de ce qu'on appelle l'écoterrorisme. L'atelier portait principalement sur Theodore Kaczynski, qu'on a surnommé Luna Bomber, que le FBI a surnommé Luna Bomber, c'est-à-dire University and Airline Bomber. Donc, on parle ici d'un terroriste, un terroriste américain qui, entre 1978 et 1995, a envoyé des bombes, littéralement, on peut dire, a commis des actes terroristes, les victimes étant des acteurs du développement technologique, donc directement des gens qui soit travaillent dans des institutions d'enseignement ou travaillent directement dans des compagnies qui œuvrent dans le développement technologique. Theodore Kaczynski, lorsqu'il commet ces actes terroristes-là, a en tête une chose, stopper le développement de la technologie afin d'éviter une catastrophe. Donc, essentiellement, on tentait de se poser des questions, bien sûr, par rapport au mal, le lien avec le thème principal de l'intercollégial de philosophie cette année, c'est-à-dire le mal. Est-ce que Kaczynski a mal agi? Est-ce que Kaczynski a mal structuré ses idées? Et en tentant d'aller donc dans diverses dimensions pour voir si ce qu'il a fait est mal, et bien sûr, on est en philosophie, pourquoi? Si on affirme qu'il a fait quelque chose de mal, pourquoi c'est mal? Ou pourquoi ce serait moins que d'autres choses qui sont mal, par exemple, en comparant son cas avec d'autres cas, par exemple. Et notre dernier est une professeure recrue, M. Jason Grenier, professeur au Collège de Valleyfield, qui, sous le thème de la phénoménologie du mal. C'est-à-dire de recentrer la compréhension du mal dans quelque chose qui est très séculaire, très primaire, la douleur. Hein? Si on comprend le mal d'une certaine façon, c'est bien par le mal qu'on vit au quotidien, par le mal qu'on vit quand je m'accroche le gros orteil dans la porte. On réfléchit philosophiquement à partir d'événements très concrets. Bon, j'étais à l'hôpital et puis je me posais la question, finalement, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué le mal? Hein? Finalement, c'était peut-être plus compliqué que je pensais. Hein? Quand je répondais à Philippe dans mon bureau, le mal, ben non, c'est pas compliqué, c'est quand j'ai mal. Alors, on vient de se rendre compte que finalement, le mal, compris comme douleur, comme une douleur vécue, est peut-être pas mal plus compliqué qu'on le pense, que je le pensais. Donc, je vais vous dire rapidement comment ça va se dérouler cette soirée. Alors, c'est une soirée de débat. On regroupe tous les professeurs qui étaient en charge des ateliers. Puis, on va les faire se confronter. Le débat du samedi soir est un débat à la fois très rigoureux, mais en même temps ludique. Hein, pour nous, à l'intercollégial, le sérieux ne s'oppose pas au cool. Hein, c'est la couleur de l'intercollégial. On peut être sérieux et avoir beaucoup de plaisir. On peut penser, écouter des choses sérieuses et que ce soit le fun, que ce soit très plaisant. Pour Nietzsche, le mal ne se définit plus par une lutte de classe dont l'objectif est le pouvoir, mais plutôt par une transformation du dernier homme moutonnier en un surhomme autodéfinissant ses valeurs et du même coup la notion du surmoral et du mal. Ils écrivent beaucoup, ça les fait réagir certainement. Le débatteur est amené à défendre, évidemment, l'auteur qu'il a présenté en après-midi. Et ça se veut à la fois ses propres idées à lui, au débatteur, et à l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit nous démontrer que c'est l'auteur qu'il a choisi ou le thème qu'il a abordé mérite notre attention pour traiter de la question du mal. Bon, non seulement mérite notre attention, mais mérite plus notre attention que les autres conceptions, les autres auteurs, les autres thèmes. Alors, j'inviterais M. Tremblay à bien relire le Protagoras, puisque quand on relit le Protagoras, ceux qui ont fait l'atelier, évidemment, le savent aujourd'hui, est-ce que Socrate est réellement hédoniste? C'est-à-dire que quand on lit bien le dialogue, on a beaucoup l'impression, en fait, que Socrate ne défend pas réellement cette thèse-là. C'est seulement un moyen, un artifice, une stratégie pour conduire Protagoras, le personnage, pas le dialogue, à se contredire. M. Bélanger nous a dit
la thèse hédoniste de Socrate était un moyen. Moi, j'ai compris une ruse, hein, c'est drôle. Était un moyen d'atteindre son but. Hein? Pour faire comprendre aux hommes ce qu'est le bien, on utilise une ruse. J'avais jamais pensé de dire de Socrate qu'il était machiavélique. C'est bon, ça. C'est bon. Alors, le débat est monté sous cette dynamique où les trois premiers débatteurs sont les responsables des ateliers d'analyse de texte de l'avant-midi. Et en un deuxième temps, on reprend exactement la même activité, mais avec les trois responsables de l'après-midi. Moi, j'ai fait un atelier sur le manifeste de l'Unabomber, ce dont je ne parlerai pas du tout ici et maintenant. Je ne le ferai pas, pourquoi? Parce que l'Unabomber, hein, dont je ne parlerai pas ici, c'est un cas particulier. Et quand on me pose la question « qu'est-ce que le mal ?» j'ai le goût de dire que la meilleure réponse devant une assemblée de philosophes, s'il faut que je cherche le vrai, cherche à dire le vrai, ça doit être que je dois demeurer général. Et donc, hein, je vais tenter de voir plutôt de parler du concept de mal, de cette idée-là, d'où elle vient. Le mal est d'abord un mot. En haut de la liste, le mal est un mot. Je nais et je ne sais pas ce qui est mal. Ou j'ai l'impression, en tout cas, que je n'ai pas le mot mal en tête lorsque je nais. Et très jeune, à un certain moment donné, je tire les cheveux de ma grande sœur. Elle avait des longs cheveux, c'est pas moi qui voulais, là. C'est la première chose que j'ai trouvée à tirer, quoi, c'est tout. Et on me dit, c'est mal. Oups! Mon cerveau, qui voit bien les choses qu'il aime, hein, la neige qui tombe, les étoiles et tout ça, et qui à chaque fois qu'il voit quelque chose, tente de le comprendre, tente de comprendre ce qu'on vient de me dire. C'est mal ce que tu as fait. Oh, OK, nouvelle information. Donc, j'essaie de comprendre. Le mal est d'abord un mot. Les étudiants vont être amenés à voter pour celui qui est dans la vérité, hein, et non pas celui qui est le meilleur ou celui qui a fait le plus rire. On fait de la philosophie. La philosophie s'intéresse à la question de la vérité. Alors, qui a parlé le plus vrai? Quel est le panéliste qui a la conception la plus juste ou la plus vraie de ce qu'est le mal? Donc, le gagnant du premier round, c'était Jean-François. Donc, Jean-François, merci de venir. J'ai la chance de présenter un auteur qui se défend assez bien. Mais maintenant, la question directement à savoir si je suis confiant. Ouf! Je dirais que j'ai de solides adversaires. Et le gagnant du deuxième, c'était Patrick. J'avouerai, honnêtement, y aller non pas en conquérant, mais y aller plutôt pour tenter l'expérience. Et les deux qui vont avoir retenu l'attention de plus de personnes, les deux qui vont avoir obtenu le plus de votes, vont participer à un duel où pendant 15 minutes, 15 minutes chacun, des étudiants vont poser des questions à cette personne. Imaginons un monde où il n'y a que la matière n'est pas encore de vivant. Est-ce que le mal pourrait être au niveau minéral? C'est une fausse question. Est-ce que du niveau du vivant, s'il n'y avait pas encore d'être humain, mais on était entouré de homards, de chiens, de chats, de lions, etc., est-ce que le mal apparaît seulement avec le vivant? Je pense sincèrement que le mal, j'insiste, là je vais avoir l'air un peu têtu, le mal n'est pas là quand il n'y a qu'un être humain rationnel qui est là, tout seul. Okay? C'est bien sûr une expérience de pensée, mais j'embarque, ça ne me dérange pas. Non, il n'est pas là. Le mal n'est même pas là lorsqu'on a 1 million de ces êtres, si tu veux, mais qu'ils ne se parlent pas encore. C'est ça que je veux dire. Le langage, qu'est-ce qu'il fait, le langage? Je pense qu'il rend compte de la réalité, de façon imparfaite. Le mal se met à exister lorsque deux personnes en parlent. Sont-ils même sûrs de parler de la même chose? Règne minéral, pas en doute. Les animaux, le phénomène du mal comme douleur, comme M. Jason Grenier nous l'a expliqué, Machiavel le reconnaîtrait. Hein? Prendre un poisson, le sortir de l'eau, désavantageux pour la vie. L'individu tout seul, encore lui, il est dans le bien, le mal individuel, avantageux, désavantageux. Mais le vrai bien, le vrai mal, apparaît avec la dimension politique, apparaît dans le conflit des vouloirs qui s'affrontent, parfois plutôt harmonieusement et parfois plutôt
directement, qui s'affrontent pour réaliser un idéal commun ou un idéal de société. Le mal, chez Machiavel, je pense que je l'apprends en personne, c'est quelque chose qui est indissociable de la sphère politique. Donc, c'est un petit peu comme la Star Academy de Valleyfield. Et... Ou alors le concours de Miss Univers, je ne sais pas. Et c'est donc nul autre que Patrick Caron qui remporte le débat. Sur le fait que j'ai gagné, c'est clair qu'on s'entend qu'on gagne difficilement ces débats sans une part de rhétorique. On gagne difficilement ces débats sans commettre un peu ce qu'on pourrait appeler le péché philosophique par excellence, c'est-à-dire laisser de côté un peu l'argumentation correcte, l'argumentation logique, pour y aller de quelques commentaires bien placés qui, là, enfreignent totalement ce qu'est l'argumentation rationnelle. Tu sais. Autrement dit, est-ce que le philosophe est intéressant pour la cité, intéressant pour les citoyens autour de lui qui sont non-philosophes? Est-ce que le philosophe est intéressant pour les non-philosophes, finalement, s'il ne parle que son propre langage? Hein? S'il parle un langage hermétique, s'il a des critères de logique très élevés? Or, je ne suis pas sûr que le commun des mortels a des critères de logique très élevés. Alors, si la philosophie veut se parler à elle-même, c'est une bonne idée d'éviter la rhétorique. Si la philosophie veut dépasser un peu les frontières de cette petite communauté de philosophes, la rhétorique est obligatoire. Je pense que quand on en est conscient, c'est toujours moins grave, c'est sûr. On est conscient de commettre la rhétorique et ensuite, il y a quelque chose comme un pardon possible, peut-être. Hein? Donc, Patrick, nous t'offrons, au nom du département de philosophie et de la philosophie, nous t'offrons cette idée de bouquet de fleurs. C'est sûr que tout le monde a gagné, c'est certain. Et là, pas à cause de moi. Je n'irai pas dire tout le monde a gagné parce qu'on m'a... Ça n'a rien à voir. La philosophie, c'est ce qui est intéressant. Elle dépasse les personnes, dépasse les individus. Et c'est moi qui ai gagné, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et tout le monde aurait gagné pareil. Hein? C'est-à-dire que nous étions ici réunis à discuter ou à entendre un débat et à questionner les débatteurs. Et ça, c'est enrichissant, peu importe qui gagne finalement. C'est un peu ce que je dirais. L'intercollégial est un lieu unique où les étudiants réfléchissent, discutent, se remettent en question, rencontrent des gens qu'ils n'auraient pas pu rencontrer ailleurs. Oui, on a fait la rencontre de plusieurs personnes dans les ateliers. Puis même dans les dortoirs, hier soir, on avait déjà commencé des petites discussions. En fait, on n'a pas seulement rencontré des étudiants, mais aussi des professeurs pendant les activités avec qui on développait des affinités, des discussions. Ici aussi, ce qui est bien, c'est que le lien qui peut être hiérarchique à divers degrés là, entre l'élève et le professeur est beaucoup atténué, dans le sens où, sans se parler comme d'absolus égaux, les réflexions des étudiantes, au lieu d'être soumises à des évaluations, puis c'est pas la bonne réponse, c'est la bonne réponse, sont soumis à la discussion. Ah, est-ce que tu es d'accord avec ça? Avais-tu vu ça? Donc, l'idée, c'est moins d'apprendre des choses aux étudiants que de nourrir leurs réflexions sur un sujet donné. Moi, en fait, ça fait plusieurs fois que je viens. Je suis jamais déçu. J'ai adoré ma journée encore une fois. J'adore ça, voir comment les étudiants aussi sont intéressés par les conférenciers et tout ça. Comment les conférenciers arrivent aussi à rendre la philosophie accessible. En fait, je suis arrivée ici un peu en me disant que j'allais pas comprendre au tout début, mais finalement, j'ai tout compris, puis c'est super le fun que les gens interagissent avec nous autres. Je suis venu ici parce que j'avais un peu de misère en philosophie, puis je me suis dit, quoi de mieux qu'un congrès pour m'aider. Puis la journée, sérieux, ça s'est bien passé. En même temps, il y a plein d'autres activités. J'étais voir de l'impro un matin. Puis la conférence d'après-midi, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Ça m'a fait réfléchir. En petit groupe, on a pu vraiment partir sur plein d'autres sujets. Puis c'est la différence d'opinion. Puis c'est parler avec des gens qu'on pense pas tout à fait comme eux ou qu'on pense comme eux, justement, puis qu'on peut pousser encore plus loin nos réflexions. C'est enrichissant autant sur le plan académique que sur le plan humain. On voit que les étudiants découvrent des professeurs, découvrent d'autres étudiants d'ailleurs au Québec. Donc c'est un échange de culture, en quelque sorte. Il y a des gens de Gaspé, de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or. On est 40 de Gaspé qui sont venus ici. On fait à peu près on représente le corps de l'intercollégial de philosophie. Ben, je suis là parce que mon prof de philo m'avait parlé de l'événement, puis là, ça avait l'air quand même vraiment intéressant d'avoir une espèce de petit rassemblement de tous ceux-là qui sont vraiment intéressés en philosophie au Québec. J'ai l'impression de venir ici puis pouvoir échanger mes points de vue avec le plus de gens possible. Bien, moi, ce qui m'a amené à venir à Valleyfield et descendre de Val-d'Or pour venir ici pour la philo, c'est justement pour parler avec d'autres gens. Moi, je suis toute seule de Val-d'Or, je connais pas
qui est ici pour l'intercollégial, puis j'ai pas beaucoup de mes amis qui aiment la philo, j'en ai quelques-uns malheureusement qui pouvaient pas venir. Fait que je voulais pouvoir parler de philosophie avec d'autres gens différents, puis d'ouvrir mes horizons justement, puis d'apprendre, toujours apprendre la culture générale. Puis... Moi en fait, je fais une technique en génie électrique. Je touche pas beaucoup dans mon parcours de cégep, j'ai pas beaucoup touché à la philosophie. Mais c'est quelque chose que je trouve que c'est intéressant, puis j'en fais pour le fun, là, vraiment pour m'amuser, pour le plaisir genre, de la philosophie. Je fais pas de cours, je fais pas rien, mais ce qui m'attire, c'est le fait de pouvoir débattre, d'avoir des arguments, de pouvoir exprimer ta façon de penser de la manière que tu vois. Là. Moi, c'est pas mal ce qui m'attire dans la philosophie. Là. Et c'est aussi, je pense, ce qui est pas négligeable, une occasion pour les étudiants de faire de la philosophie, de s'intéresser à la philosophie en dehors du contexte d'un cours. Donc de voir qu'on peut s'intéresser à la philosophie, pas juste en classe, avec des devoirs, des exercices et tout ça, parce qu'il y aura un examen qui va venir dans quelques semaines. Donc que la philosophie a un intérêt en elle-même, qu'on peut en faire en dehors des cours. Et je crois personnellement que c'est une façon de compléter l'étude de la philosophie au niveau collégial. De compléter, n'est-ce pas? Hein? C'est pas mieux? C'est plutôt que c'est une bonne idée d'avoir aussi des activités à l'extérieur des salles de classe pour montrer que la philosophie ne se limite pas à une discipline obligatoire. Okay? C'est aussi une discipline qui peut émaner de la discussion, n'importe où. Les conversations qu'on a, ça n'a pas de prix. Là. Les conversations qu'on a juste après les ateliers ou même le soir autour d'une bonne bière, c'est vraiment une des rares fois où j'ai vu ça dans ma vie. Autant de bonnes conversations avec des sujets aussi intéressants que ça. Donc c'était vraiment très, très, très stimulant comme environnement. Les étudiants ressortent d'ici avec le sentiment d'avoir vécu une des plus belles expériences de leur vie. C'est un marathon intellectuel, l'intercollégial. La journée du samedi, entre autres et surtout, est un marathon intellectuel. Et les étudiants ressortent de cette journée avec l'impression d'avoir appris et vécu des choses au plan intellectuel pour l'équivalent d'une année de connaissances. Alors, si vous désirez venir participer à l'intercollégial de philosophie, c'est toujours la première fin de semaine après Pâques. Vous êtes le bienvenu. Les idées sont vivantes, ça pense solidement.